Bonjour, bonjour Noémie, et bonjour Sagittaire du Cerf. Oup, coucou, coucou tout le monde. Bon, ne me demandez pas comment je vais. J'allais dire, voilà Noémie, je crois que ça se voit à ma tête. C'est pas la meilleure des journées. Ouais. Coucou le petit elfe et coucou Ewinlu, comment ça va? Pas dans mon état normal, voilà. C'est un peu compliqué, mais ah ouais, le mode survie. Je survis. Mais surtout, je survis, mais on va se regarder les antennes. Ça, c'est cool. Ça, hop là. Comment ça va de votre côté? Allez. Coucou Elro. Merci pour ton abonnement. Pouh, déjà 6 mois. Oh, je cherche comment mettre ma fait une mauvaise nuit, mais ça va. Coucou Carole Stéphane, comment ça va? Bienvenue. Bienvenue. Et bonjour Mondrawan, comment ça va? Faire une capture. Ah, voilà. On est d'accord. Voilà. Bon, non. Et coucou Melowick, comment ça va? Merci pour le follow et bienvenue. Traverser la terre du milieu avec moi. C'est ici le super live. Ah ouais, mais là je suis en pleine configuration. Streameuse en mousse. Hein. Et coucou Einar, comment ça va? Coucou un nomade. Et coucou Kill. Tu parles du Seigneur des Anneaux? Bah oui. Ici, on parle de la Terre du Milieu, du Seigneur des Anneaux, parce que je suis extrêmement fan de tout ça. Hop là. Et oui, et aujourd'hui, on va regarder les interviews de Christopher Tolkien, donc le fils du professeur. Ici, c'est Harry Potter. Oh, on ne parle pas de ce genre de choses ici. Et coucou Link Pucci. J'aurais peut-être pas dû. Est-ce que certains d'entre vous ont l'ambition d'aller voir le film de la guerre des Rohirrim? Correspond, comment ça va? Est-ce que certains d'entre vous ambitionnent cette sortie? Oui, quand même. Alors, c'est sûr. Ah, sur TikTok, j'ai Kill qui me dit que oui, il va le voir, c'est sûr. Petit elfe me dit non. Ah ouais, donc il y en a certains qui vont pas aller le voir, ce que je peux comprendre. En vrai, le cinéma. Je regardais un YouTuber à l'époque, il s'appelait Glaze. C'était Glaze. Je crois, il racontait trop bien. Ouais, c'était Glaze. Bah, sans Glaze, je serais pas en train de te parler là en ce moment. C'est clairement un YouTuber qui m'a inspiré. Et Martin Tamar, merci pour le follow, bienvenue. Merci de parcourir la terre du milieu avec moi. Ouais, c'était Glaze. Et maintenant, moi aussi, je fais des vidéos sur YouTube, un petit peu comme Glaze. Voilà, sur le Seigneur des Anneaux. Ça s'appelle Les Échos d'Imladris, si ça t'intéresse. Hein. C'est l'aspect animé qui ne m'intéresse pas. Bah, j'avoue que moi non plus, je suis pas grande preneuse. Quoi, mon dieu de bureau n'est pas... Bonjour, quel est ton personnage préféré de la lignée des Noldor? Finrod. Finrod Felagund, c'est Nina. Finrod, c'est le meilleur. Meilleur elfe, meilleur perso. Bref, Finrod. Et toi, très bonne chaîne d'ailleurs, je ne sais pas qui sont les créateurs. Ah ben, moi non plus, je sais pas du tout qui sont les créateurs en fait. Je regarde déjà pas d'animé en général, c'est pas pour en regarder sur un univers de Tolkien. Bah, je peux comprendre. Coucou, vite fait sous la pluie entre deux pensions. Oh, coucou Kitarisu, courage! Et merci de passer faire coucou. Coucou! Tu as aimé la série d'Amazon? Oui, pour certaines choses, non pour d'autres. Bah voilà. Je suis pas blessée dans mon ego de fan, tout va bien. Mais oui, courage Kitarisu. Ah oui, bah ce matin, en allant conduire ma fille à l'école, il faisait super froid, on s'est pris la pluie là. Pardon, la drache. C'est terrible. Tu penses qu'un Maya peut corrompre un Vala? Est-ce que je pense qu'un Maya peut corrompre un Vala? Corrompre, ça dépend ce que tu entends par corrompre, si tu veux. Je pense qu'avec des paroles, on peut faire que quelqu'un rejoigne son camp. Maintenant, si tu parles de la corruption comme l'effet des anneaux, bah, je pense que Sauron, avec l'anneau unique, aurait très bien pu y arriver. À un certain moment, au deuxième âge, il est au summum de sa puissance. Je pense que ça aurait pu arriver. Mais un Maya seul, non. Même si, dans les livres... Océ est dit étant plus fort qu'Ulmo. Donc, Océ, c'est un Maya de l'eau. C'est celui qui fait les tempêtes, etc. dans la mer. Et il est au service d'Ulmo, donc le Vala de l'eau. Enfin, des liquides, tout ce que tu veux. Et Océ est beaucoup plus fort qu'Ulmo, en fait. Donc, voilà. Niveau, ça dépend ce que tu attends de la corruption. Et aussi, qui est le Vala le plus puissant. À l'époque où Melkor est reconnu Vala, avant sa... d'échéance, c'est Melkor. Et puis après, c'est Manwë. Mais le plus fort en force physique, ça c'est Tulkas. Je trouve ça intéressant, le lore de la Terre du Milieu, seulement j'ai très peur de le voir adapté par les studios d'aujourd'hui. Moi j'ai pas peur, parce que quoi qu'il arrive, 4, les bouquins seront toujours là. De toute façon, ce sera jamais la vision de Tolkien, et ce sera jamais ta vision, toi, comment tu imaginais quand tu lisais.
Donc, au pire du pire, ça ramène des personnes à la Terre du Milieu, plus de contenu, plus de choses, et potentiellement des choses qui sont extrêmement bien et qui sont vraiment chouettes. Entre Tom et Gandalf qui gagne. Tom, d'office. Salut, est-ce que le roi sorcier d'Angmar est si fort qu'il n'y paraît? Enfin, je voulais dire, quels sont les pouvoirs du roi sorcier d'Angmar? Le roi sorcier d'Angmar, c'est assez particulier comme personnage. Coucou, moi Mario. C'est un personnage qui porte les stigmates des brouillons. J'adore dire cette phrase. Qui porte les stigmates des brouillons de Tolkien. Donc c'est un personnage qui n'était pas un homme au départ et qui est devenu un homme plus tard. Sauf qu'il a gardé les attraits magiques entre-temps. Voilà. Comment ça va aujourd'hui? Franchement, j'aime trop ton contenu. Je vais lire les livres juste pour ton contenu. Oh, c'est trop cool, Maury. Bah, ça fait plaisir. De quelle race est Tom Bombadil? On me demande. Dans le chat, est-ce que vous avez une idée sur Twitch de quelle race est Tom Bombadil pour vous? Parce qu'en fait, on ne sait pas. On ne sait pas pour Tom. Tolkien n'a jamais donné d'explication. Et je suis de l'avis qu'il ne faut pas chercher d'explication. Mais ça, chacun son point de vue sur la chose. Tu fais perdurer l'univers de Tolkien, super contenu. Merci beaucoup. Un joyeux luron. Bompadio! Merci beaucoup en tout cas. Merci Anthony. Un avis sur les anneaux de pouvoir. Que j'aime certains trucs, d'autres moins. Et que voilà, ça ne change pas ma vie. C'est là et c'est tout. Pour Tom, je ne sais pas qui a dit ça, mais ce serait Héroux, mais j'en doute. Non, pas Héroux. Enfin, en gros, bon, voilà. Petit passage pour Tom Bombadil. Quand on se plonge dans les lettres de Tolkien, on se rend compte que Tolkien dit deux choses sur Tom Bombadil. La première, c'est qu'il incarne l'esprit de la campagne du côté d'Oxford, mais qu'en plus, il est comme le pacifisme qui naît toujours en temps de guerre. Donc voilà, Tolkien a vraiment un avis sur Tom, c'est qu'il représente dans son histoire certaines choses qui lui tiennent à cœur, mais surtout, Tom, c'est un personnage que Tolkien a écrit au moment où Le Seigneur des Anneaux n'existe même pas encore. Il a commencé à écrire au sujet d'une poupée que ses enfants avaient. Et donc, il a commencé à écrire dans les années 20 un texte qui parle de Tom. Et puis, dans les années 30, il a fait des poèmes, en fait. Et c'est dans les années 50, enfin 40 plus, dans les années 40, après le succès du Hobbit en 1937, que là, il commence à écrire Le Seigneur des Anneaux. Et il réutilise certains textes qu'il a déjà écrits au préalable. Donc, on a par exemple le cas d'un poème sur les olifants qui est repris quasi tel quel, que Tolkien avait fait dans les années 30, qui est repris, comme je vous dis, quasi tel quel dans Le Seigneur des Anneaux. C'est la même chose pour Tom, il est repris. Et c'est comme ça que petit à petit, en fait, Le Seigneur des Anneaux vient se greffer à toute la mythologie qui s'appelle le Silmarillion que Tolkien avait commencé à écrire depuis 1910. Mais en plus, il y rajoute des textes avec lesquels il a travaillé, des textes qu'il a écrits et qui n'étaient pas spécialement liés. Donc Tom, à l'origine, n'est pas de la Terre du Milieu. Il n'est pas de cet univers-là. Il n'est pas de cette mythologie-là. Il est complètement extérieur. Et donc quand il le met dans le livre, Tolkien fait quelque chose qu'il aime bien, c'est remettre des choses qu'il a déjà écrites. Et ça, on en a partout. C'est commencer à me connaître. Tom Bombadil est plus fort que Sauron et le roi sorcier d'Angmar, c'est vrai. Le roi sorcier, oui. Plus fort que Sauron, ça dépend à quel moment. Mais oui, Tom est extrêmement fort, ça c'est sûr. Team Easter Eggs, c'est vraiment ça. J'ai pensé à toi, je me suis procuré la chute de Gondolin en relié. Oh, mais Kitarisu, c'est cool. J'aime beaucoup la chute de Gondolin. J'aime beaucoup ce récit. Selon une idée abandonnée de Tolkien, le roi sorcier d'Angmar est un Maya. C'est donc lui. Non, il n'est pas un Maya. Selon une idée abandonnée de Tolkien, il est un mage du même ordre que Gandalf. Or, à l'époque, Tolkien n'avait pas encore imaginé que les mages blancs venus aider étaient des sous-divinités, donc des Mayas. Mais effectivement, le roi sorcier est, dans certains brouillons du chapitre Le siège du Gondor, si tu veux tout savoir, Gandalf explique bien que le roi sorcier est un mage renégat de son ordre. Mais en aucun cas, il n'est dit que c'est un Maya, puisqu'à l'époque, Gandalf ne l'est même pas. Donc non. Le film de cette fin d'année, ça vaut la peine, l'histoire. Vu la bande-annonce, ils ont quand même pas mal transformé l'histoire. Si tu veux, Maury, tu peux aller voir sur ma chaîne Les Échos d'Imladris sur YouTube. J'ai fait une vidéo qui raconte toute l'histoire de la guerre des Rohirrim et l'histoire du roi Helm Point-Marteau. Voilà. C'est le seul qui s'en fout de l'anneau, Tom. Exactement. Tom, c'est Héroux. Non, Tom, c'est pas Héroux. Donc voilà, faut pas... Donc dans la série, le magicien ténébreux, c'est lui. J'en sais rien.
Peut-être. C'est une théorie, oui, peut-être. Je sais pas, on verra. C'est peut-être un mage bleu, c'est peut-être Saruman. Surprise! Et coucou Bergelmir, comment ça va? On aura des belles surprises avec la série. Enfin, peut-être des moins bonnes pour certains. Ça glisse, ça glisse. Ah, il pleut chez vous aussi? Je sais pas s'il pleut de ton côté, mais chez nous, c'est pas Saruman au secours. Non, mais Saruman, les showrunners ont déjà dit que c'était pas lui, donc il y a peu de chances que ce soit lui. Ça n'aurait pas de sens. Mais voilà. Non, ben, ça dépend qui il est, en fait, Maury, pour le magicien ténébreux. Est-ce qu'il est de Tolkien? Si c'est un des mages bleus, potentiellement oui. Si c'est autre chose qu'un mage bleu, ça va être peut-être un peu délicat à expliquer, mais faut voir. Oui, mais je disais ça parce qu'on dit souvent ça. C'est vrai que tu fais beaucoup de ski. Tant de merde en Normandie. Et dis-donc qu'en Belgique, là, c'est... Bon, pour que tout le monde sache, hein, je suis pas très bien. Et j'ai mal. Voilà. Donc si par moment vous voyez que j'ai des absences, etc., c'est logique. On continue sur les recherches sur Christopher pour préparer jeudi. Donc, merci Kitarisu. Mais comme ça, vous savez, je vous cache pas, je crois que ça se voit un peu à ma tête que je suis peut-être un petit peu moins fofolle. C'est 21h jeudi. Selon toi, qui pourrait être le Seigneur des Ténèbres après la fin de Sauron? Je sais pas. Je ne sais pas qui ça pourrait être. Et merci pour le bon rétablissement. Entre Harry Potter et le Seigneur des Anneaux, vous préférez quoi? Mais Maury, on ne pose pas cette question, enfin! On ne pose pas cette question. En tout cas, ici, tu vas avoir la réponse, je crois, unanime. On préfère tous le Seigneur des Anneaux, hein, je pense. Ça fait trop longtemps que les elfes sont tentés. Oh, en vrai, 4, ça aurait été drôle de voir vraiment un elfe. Oh, mais non. Pas quand il y a une light qui coupe ton visage en deux, j'ai l'impression. Hop là. C'est bizarre parce qu'elle est comme ça. C'est la lumière des roues, voilà. C'est la lumière des arbres. Je pense qu'une trilogie sur le premier âge, ce serait bien. Pas toi. Ça peut être bien, mais jamais les droits vont être vendus. Faut toujours dit que ma fofo était rayonnante. Oh, Ino. C'est vrai. Vous êtes des raies. Non, ça suffirait pas. Laissez le premier âge tranquille. Oui, aussi. Je suis vraiment pas contre, moi, les adaptations. Mais si c'est Peter Jackson, oui. Attends déjà de voir comment ça va être la traque de Gollum. Avant de dire ça, 4. On verra. C'est quoi la meilleure version des livres ou la meilleure édition? La meilleure version des livres ou meilleure édition de quel texte? De VO, VF? Pourquoi Glorfindel est revenu à l'aide? Alors, parce qu'il doit venir aider... il est réincarné et il repart en Terre du Milieu. C'est un des seuls... Déjà, les résurrections d'elfes, on n'en a pas beaucoup. Mais lui, c'est le seul qui retourne en Terre du Milieu pour aider. Donc en fait, il est revenu à la vie parce que ses actes sont héroïques au possible. Mais en plus, il est renvoyé en Terre du Milieu pour venir seconder vraiment Elrond. Elle va dire en anglais. Mais oui, moi, Mario. Évidemment, je te dirais que c'est la VO. Évidemment. Et puis, je suis désolée. Et Bergelmir va me dire qu'il est d'accord avec moi, je pense. On a des éditions anglaises qui sont mais juste beaucoup plus belles. Hein. Il va pas me dire le contraire, hein, Bergelmir. Tu surveilles. Hein. On a quand même cette édition-là qui est très très jolie, mais voilà, ils ont la même en anglais. Voilà. Ça dépend. Bah, je sais pas, moi je trouve que j'ai des... Déjà, le coffret relié par Alan Lee, là, il est super beau. Mais j'ai une préférence pour le coffret dans lequel il y a le Reader's Companion, avec les couvertures dessinées par Tolkien, tu vois. Ça, c'est vraiment des éditions reliées en anglais que j'adore. Parce qu'elles ont les couvertures de Tolkien. Je suis un peu biaisée, je crois. La plus belle des éditions. Mais ouais, c'est la plus belle. Si on compare les éditions des années 2000, oui, c'est... Bah tu vois, je trouve quand même qu'en VO, on a des plus jolies éditions en anglais. J'ai remarqué que Sauron n'aime pas son nom à chaque fois, il dit on va bien donner des noms. Oui, parce que Sauron, en fait, c'est comme ça que, on va dire, les gens l'appellent, et ça veut dire le détester. Tu m'étonnes qu'il aime pas son nom. Il aime pas son nom, et justement ne permet pas qu'on le dise, en tout cas en sa présence. On l'appelle pas Sauron. Lui, c'est Myron. Il se fait appeler Tar Myron. Ça veut dire l'admirable. C'est pas pour rien. Il a un gros ego, hein, Sauron, mais surtout, bah ouais, même son surnom dans le Silmarillion, qui est Gorthor, ça veut dire le détester. Il a pas de chance. Coucou Féanor, comment ça va? MDR, on le déteste aussi, c'est mérité un peu moins depuis qu'il est devenu beau gosse. En vrai, je détestais pas Sauron. Je le détestais pas. Mais c'est vrai que depuis qu'il est incarné par Halbrand, enfin par Charlie Vickers dans la série, je dois avouer que ouais, il y a un côté, il est tellement excellent en Anatar que franchement, bah c'est difficile. Enfin, c'est difficile en fait de vraiment le détester parce que c'est
celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Noémie, la porte. On parle pas d'Harry Potter ici. Je plaisante, hein. J'ai acheté le Silmarillion édition Christopher Tolkien, nouvelle traduction de Daniel Lauzon. Mais ça, c'est cool. Acheter le Silmarillion avec la nouvelle traduction de Daniel Lauzon. Voilà. Non, mais en vrai, Noémie, il n'y a pas de problème, hein. Ça me dérange pas. Mais c'est vrai que, voilà, c'est vrai que les tonnes de communauté, Seigneur des Anneaux versus Harry Potter, ça sera toujours... Est-ce que c'est la version la plus simple? Oui, oui, oui. Elle est beaucoup plus abordable. Elle est vachement mieux, cette version-là. En fait, mon Silmarillion, il doit juste pas quitter mon bureau, devoir le laisser. Si vous voulez voir du taunt, venez voir la battle des adaptations à Fandival. Ça va être un carnage. Oui, mais j'ai entendu un petit peu pendant la rediff du live là, que ça se battait un peu à 1 heure. Non. Je trouve que ça le personnifie trop bien. Après, avec les films de Jackson, on se dit qu'il a tout perdu, même sa belle tête. Ah bah, il n'a plus le droit de prendre une belle forme. Il ne peut plus, à cause des blessures qu'il a reçues à la fin du Deuxième Âge. Un peu avant la fin du Deuxième Âge, pour être... Dans les livres, comment ils ont forgé les anneaux avec du mithril? On n'a pas d'explication, on sait juste que Nenya, l'anneau de Galadriel, est fait en mithril. Pour les autres, on ne sait que, si je dis pas de bêtises, il y a que Vilya qui est fait en or, pour Narya, on ne sait pas. Et tout ce qui est dit, c'est que les anneaux sont forgés par Celebrimbor dans le dos de Sauron, mais t'as pas d'explication sur le processus de création des anneaux. Je n'arrive pas à me faire aux nouvelles traductions, je garde mes vieilles éditions. Pour le Seigneur des Anneaux et le Hobbit, je peux comprendre, surtout le Seigneur des Anneaux. Par contre, le Silmarillion, non. Les changements Franchement, les changements de nom ont vraiment juste lieu au dernier chapitre. Tout le reste, c'est 1000 fois mieux traduit, moins d'erreurs, moins de coquilles. Non. Le Silmarillion, c'est niet. Il n'y a pas... les nouvelles traductions n'est pas un argument valable pour le Silmarillion, en tout cas. Pour le Seigneur des Anneaux et pour le Hobbit, je l'entends. Je l'entends très bien. Est-ce que tu es une gameuse aussi? Oui, un peu moins depuis que je suis maman, mais ok, je vais essayer alors. Eh ben, j'en serais ravie. Parce que vraiment, ça en vaut la peine, la nouvelle traduction. Vraiment. Le Silmarillion, la traduction, elle est arrivée dans ma vie comme Gandalf qui arrive au gouffre de Helm. C'est vraiment ça, Sagittarius, ça. C'est exactement ça, c'est... Oui, mais on parle des métaux Bergelmir. Ouais. Oui, ben pour les pierres, voilà. Mais voilà, c'était pour la vu que les anneaux ne sont pas... Enfin, Narya et Vilya ne sont pas en mithril. Je suis d'une oreille. Il n'y a pas de problème, Bergelmir. Le Silmarillion est le premier livre de ma vie que j'achète. Oh, bah c'est cool. Bah accroche-toi alors. Parce que c'est pas le plus facile. Même pour le Seigneur des Anneaux, l'ancienne trad est vraiment mauvaise. J'ai plein d'exemples où je compare les deux trad et franchement, à chaque fois, l'ancienne trad prend cher. Bah en fait, ce qui est compliqué avec la nouvelle traduction, c'est les changements de nom, surtout. Et on est d'accord que pour des personnes qui sont rentrées dans l'univers avec les films, qui ont peut-être grandi avec les films, qui les ont regardés des centaines de fois, bah, le problème, c'est que tu passes de Sylvebarbe à Barbebois. Tu passes du gouffre de Helm à la gorge de Helm. Et c'est vrai que c'est des choses emblématiques, des choses qui sont... Je veux dire, c'est presque ancré dans ton crâne, avec les adaptations de Peter Jackson, que c'est compliqué. C'est vraiment difficile. Mais je suis entièrement d'accord avec toi, Féanor. La nouvelle traduction est beaucoup plus agréable. Ne fût-ce, et je le dirai toute ma vie, ne fût-ce que pour les poèmes et les chants. Hein. Juste pour ça, c'est l'argument premier qui devrait faire que les gens vont directement sur la nouvelle, quoi. Trop violent pour moi, perso. Le changement, je le comprends, voilà, comme je dis. Il y a que Fandeval dans la nouvelle traduction qui m'a gênée au début, mais maintenant... Ouais, voilà, c'est juste qu'il faut s'y faire. C'est compliqué, et je suis la première, comme je vous ai dit, à parfois avoir du mal, hein. Genre le compter, c'est difficile. Ce qu'il y a du fax et Gripoil, c'est compliqué aussi. Mais quand tu sais le processus derrière, et les recherches, et l'amour pour la Terre du Milieu de Daniel Lauzon, parce que c'est avant d'avoir l'occasion de pouvoir traduire le Hobbit, puis le Seigneur des Anneaux et puis le Silmarillion, il a quand même traduit des tomes des History of Middle-earth. C'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un d'extrêmement passionné, et son travail, c'est le travail d'un passionné. Et donc, c'est un obstacle, clairement. Y a-t-il eu un méchant avec une ambition comparable à Sauron avant lui et après lui? Avant lui, oui, il y avait Melkor, son chef. Il était le lieutenant de Melkor ou Morgoth. Et lui, il avait une ambition encore pire que Sauron. Lui, c'est le grand méchant. Avec plaisir, Cyril, je suis contente de partager ça avec vous. Le comté est et restera toujours un fromage pour moi. Mais oui, mais c'est pour ça qu'il y a juste Saké qui sonne mieux que Bessac. Le reste, franchement,
grand pas. Mais en fait, non, parce que Tolkien était vraiment, tu vois, attaché à Bilbo Baggins. Et on l'a perdu, ça, en français, avec Bilbon Saquet. Et le Bilbo Baggins, tu vois. Fallait que ça soit un bébé, quoi. Et là, on a Bilbo Bessac. Et t'as toujours cette notion de bague, donc de sac dedans. Donc en fait, c'est une trop bonne traduction. Voilà. Morgoth le fou furieux. Mais oui. Et coucou de Vaggy. Pourquoi ne voit-on pas Thranduil dans Le Seigneur des Anneaux? Bah parce qu'ils ont pris En gros, si tu veux, ce qui se passe au nord, il y a une guerre au nord pendant la guerre de l'anneau. Et Galadriel, Erebor, Grande Peur se font attaquer. Mais voilà, Peter Jackson a fait le choix de ne pas montrer ça. Il aurait suffi de garder les noms en anglais. Bah, pas forcément. Tolkien a écrit un truc qui s'appelle Nomenclature du Seigneur des Anneaux, où il dit, pour les traducteurs, que ça, il faut le traduire ou pas. C'est pour ça que Bilbo reste Bilbo, et qu'il n'est pas traduit, mais que Baggins est traduit. Voilà. C'est pas, il aurait suffi de garder les noms en anglais. Tolkien a été tellement pointilleux qu'il a laissé un texte à l'intention des traducteurs que tous les traducteurs n'avaient pas au moment de la traduction, et qui a été édité, si je dis pas de bêtises, en 75. Il a été édité après sa mort par son fils, si je dis pas de bêtises. Voilà. Mais potentiellement, les traducteurs ont eu droit à ce texte bien avant. Je sais pas trop comment ça se passe. C'est pour faire la prononciation du... Coucou la mouette, comment ça va? Bon, on va tout doucement... Ça fait quand même 35 minutes là de papote. On va tout doucement bifurquer sur Pop Petit. Voilà. Ça. Alors j'ai mis les sous-titres. Un poil après le guide trace. Ah ben voilà. Il a été peut-être refait j'ai lu ça hier. Il y a une réédition en 75 à mon sens. Mais sinon, je suis entièrement d'accord avec toi. Je ne peux juste pas manquer une occasion de faire un jeu de mots. C'est vrai, Dovaggy, c'est le spécialiste. Oui. La traduction suédoise de Ake Olmarks. Ake Olmarks. Le fameux Suédois qui a écrit Tolkien et la magie noire. Ça, c'est un sujet pour les échos. Ça tombera. Vous êtes prévenus. Un jour, vous aurez une vidéo sur la première édition publique est de 75. Voilà, c'est ça. C'est ça que j'avais en tête qu'il est disponible en 75, mais que les traducteurs avaient dû l'avoir bien avant. Mais c'est pour ça. Merci Bergelmir. Coucou l'elfe Nyctalope, comment vas-tu? Merci pour le follow et bienvenue dans la terre du milieu avec moi. D'ailleurs, le comté, je vais pas loin, je vais souvent en chercher à la ferme de Brenod. Il n'y a pas meilleur comme fromage. Et ben voilà. Donc, on va regarder les interviews de Christopher Tolkien. Sachez qu'elles sont normalement en anglais, qu'il n'y a pas de sous-titres. Mais donc, j'ai mis la traduction automatique de Google. Potentiellement, ça fait des trucs bizarres. Donc, dans la mesure du possible, on va... voilà, pour que vous l'ayez en français et pour que vous puissiez suivre. Voilà, c'est traduit automatiquement en français à partir des sous-titres automatiques anglais de Google. Voilà, comme ça, vous savez. Donc, si vous regardez parfois des vidéos, vous savez que les sous-titres, ça peut être bizarre par instant. Mais voilà. Oui, bien avant, le texte était photocopié et passé au traducteur. Je me doute. Mais donc voilà, sortie publique en 75. Merci pour ce partage de tes connaissances incroyables de l'univers de Tolkien. Mais avec plaisir, Laurent. Avec plaisir. Hop là, bon. C'est parti. Allez chercher un petit plaid, un petit café tout bien chaud pour se réchauffer. Voilà. Et hop là. Attraction lies in my father's extraordinary power of compelling literary belief in an unreal world, what he called a secondary world. That is a world that exists only in the mind. It cannot be seen, cannot be found. It exists only in the mind. And many people have discovered, perhaps many people for the first time in their lives, have discovered that this is a very delightful thing. And this world that they enter proves to be an extraordinary interest with a long imagined past. In this world, strange beings, beautiful, noble, terrifying, hideous, strange places, strange events are encountered. But in this world of his devising, when you enter it, they are true. Their existence cannot be doubted so long as you're in them, because they accord with the laws that govern. It's one of those things that if you have some... On commence déjà ici avec une réflexion où, en gros, il donne vraiment les grandes lignes de ce que représente l'univers que son père a écrit. Et j'aime bien qu'il dit que justement, ça nous semble cohérent parce que ça s'accorde avec les lois. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose de terrible chez Tolkien, c'est qu'il y a une grande cohérence dans un univers qui est aussi étendu.
Et c'est ça qui fait que je pense qu'on est beaucoup à plonger parce que ça nous semble vraiment crédible. Contrairement à son père, on peut comprendre Christopher quand il parle anglais. Son père, c'est chaud de piger. Ah ouais, non, mais ouais, c'est un peu chaud. Hein. Tolkien père, c'est pas évident. Donc, John Tolkien le fils, là, c'est le fils aîné. Donc, le grand frère de Christopher. Something like that, you can't sort of say particularly where it comes out. It pervades all his thinking and beliefs and everything else. So I think he was very much always the Christian and didn't like the change post-war. Of course, he very strongly couldn't see any point in abandoning Latin because he spoke Latin. And he had his little, tiny little missal, which he'd always had. I don't know how long I've got it actually, in Latin. He used to try and struggle with using the Latin missal with an English man. His third son and literary executor, Christopher Tolkien, who lives in France with his wife Bailey, has edited and published many writings that were left in manuscript form at his father's death. He speaks of the nature of Tolkien's world, what he himself calls a secondary world. In his secondary world, which he worked on all his life, he developed it to this extraordinary vastness, solidity, and coherence, which is, I suppose, unique. And this secondary world, which is usually referred to as mistakenly, but entirely understandably, as Middle-earth, this comprehends secondary world. Inevitably, it's his world. Its content will be his content. It will contain his griefs, his hopes, his experience, his concept of beauty and ugliness, his concept of good and evil. It will not be an ideal world. He wasn't interested in utopias. Far from it. But it will, to inevitably, be an archaic world in some aspects. Archaism shows itself at once in the relatively small space that the man-made take in relation to the world we inhabit now. And for him, the man-made was the great problem. He once said to me, you know, it isn't the not man, like the weather, nor man, even at a bad level. It's the man-made that is so ultimately daunting and insupportable. So his secondary world contains an extraordinarily small, relatively speaking to our world, amount of the man-made. And it's very well known, it's often said, he disliked the modern world. Of course, this is absolutely true. But what I would like to say is that it was absolutely inevitable that he should. It springs from exactly the same source as his desire for fantasy. Ok. Donc, là, Christopher soulève le fait que bah, voilà, dans son univers, il y a très peu de place à l'art des hommes et que c'était créé par les hommes pour Tolkien peut être peut-être moins beau, on pourrait dire ça. La traite du reportage est presque aussi bonne que celle de Pierre Aliade. Ah ben, le problème, c'est que c'est traduit automatiquement par Google. Je ne peux pas faire mieux. Il aurait fallu que je fasse des sous-titres au préalable. Ça aurait peut-être pas été. J'ai une soirée jeudi à préparer, je fais au mieux. In the modern world, the word modern is the word that has to be emphasized. Ah oui, le monde moderne, c'est quelque chose que Tolkien n'aimait pas trop. And he was in no conceivable sense a misanthrope. The modern world meant for him essentially the machine. And once again, this was a word that he tried to enlarge. Quand vous lisez les lettres de Tolkien, vous voyez qu'il emploie souvent le terme de machine. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est pas spécialement la machine, juste la machine et entre guillemets le monde industriel. Ça va plus loin que ça. Ça va même dans les concepts magiques et comment expliquer la magie dans la Terre du Milieu. Ce terme de machine revient aussi. Ce qui est vraiment particulier, c'est de montrer à quel point il y a vraiment... c'est central aussi, en fait. So when he speaks of the machine, and he more than once expressly said that it was one of the underlying themes for him in The Lord of the Rings was the machine. We should think of something rather more than what the word machine naturally suggests to us, trains, motor cars, aeroplanes. He used it very compendiously to mean almost, you might say, an alternative solution to the development of the innate and inherent powers and talents of human beings. The machine means for him, meant for the wrong solution. The attempt to actualize our desire, like our desire to fly. Donc voilà, c'est grâce à la machine qu'on peut voler. Bon, là, il s'avère que oui, c'est un avion qui nous permet de voler. Mais en fait, en créant des choses pour, on va dire, aller plus loin que ce qui est inhérent et inné chez nous, c'est quelque chose qui fait appel à la machine. En fait, vu que c'est pas naturel d'une certaine façon. It meant coercion, domination. For him, the great end, coercion of other minds and other wills. This is tyranny. But he also saw
the characteristic activity of the modern world is the coercion, the tyrannous reformation of the earth, our place. Une vidéo sur la magie, c'est extrêmement compliqué, Sagittarius, ça. C'est quelque chose que je pourrais imaginer faire un jour. Mais on en a déjà parlé avec Tolkien en bref, justement. C'est pas une vidéo qu'on saurait faire seul. Le sujet est tellement vague et par moments précis, mais très difficile de toutes les conceptions que tu peux avoir de la magie, surtout dans des univers de fantasy, que ça reste un thème très difficile à aborder et surtout à vulgariser, essayer d'exprimer. Par exemple, la magie chez les elfes, c'est pas de la magie comme chez nous, quoi. Elle se passe par la création et donc par l'exaltation potentielle, comme les poètes romantiques te parlent de transe qu'ils font lorsqu'ils sont dans un processus de création. C'est presque ça, quoi. C'est tellement pas palpable qu'il faut réussir à comprendre comment la magie est différente dans la Terre du Milieu, en fait. La magie, c'est pour les moldus. Voilà. Ça a l'air passionnant, en tout cas. C'est passionnant, mais c'est très dur à vulgariser, en fait. Expliquer la magie, c'est vraiment difficile parce qu'il faut vraiment déconstruire ce que tu sais de la magie en général. Salut, je suis en train de lire Les Enfants de Húrin. Eh ben, belle découverte. J'espère que ce livre te plaît et que tu vas bien aimer suivre les aventures de Thorin. That is really why he hated machines. Of course, it's perfectly true. He hated the internal combustion engine for perfectly good practical reasons. Noise, congestion, destruction of cities. El Guillermo, tu n'as pas de carte... Les Enfants de Húrin, ça se passe au Beleriand. Attends. Ah non, il y a quelqu'un qui... Où se passe carte du Beleriand Beleriand qui traîne ici. Hop, attends. Hop là, je me mets vite en grand. Voilà. Alors, présente le Beleriand. Donc, tu vois les montagnes. Ce sont les montagnes qui sont tout à l'ouest de la Terre du Milieu pendant le Seigneur des Anneaux. Donc en fait, ça, tout le continent ici, c'était à l'ouest de la Terre du Milieu. Sauf qu'à la fin du Premier Âge, tout est détruit. Et c'est pour ça qu'en fait, y a pas... genre la comté, elle est, si tu veux, théoriquement. Et donc tout ce qui se passe dans Les Enfants de Húrin se passe ici, en Beleriand. Là, il faut apprendre tout ce qu'on a appris. Voilà, c'est... Coucou Lily, avec plaisir, El Guillermo. Hop, on continue. People greatly agree with him now. He used to sort of say you only move the slavery out of sight, so it's much more effective because nobody knows what's going on. So you put them in the factories where you can't see them. He actually mentioned this in a letter that I think is worth quoting, that he wrote to me when I was in South Africa. And he spoke of the tragedy and despair of all machinery laid bare. Unlike art, which is content to create a new secondary world in the mind, it attempts to actualize desire, and so to create power in this world. And that cannot really be done with any real satisfaction. Labor saving only creates endless and worse labor. In addition to this fundamental disability of a creature, is added the fall, which makes our devices not only fail of their desire, but turn to new and horrible evil. And so we come inevitably from Daedalus and Icarus Voilà. to the giant bomber. Tu disais Dédale et Icare. Bah voilà, And, il y a dedans. of course, in his secondary world, C'est vraiment ça. Hein. the machine is, as he would say, mythologized, in the mythological mode, because he is dealing entirely in the representation of his perception of the primary world in the secondary world form, the world, if you like, of Middle-earth. And I think it is undoubtedly true that in this very large sense of the word machine, the supreme machine, in the mythological terms, is the ring, is the one ring. This, of course, may seem extraordinary, because many people would feel like saying, oh, but surely the ring is the most magic thing of all. To which he would have said, magic is very close to... Magic is coercion, is the coercion of the world, the attempt by apparatus to transform the world. And indeed, the elves, as he again said, in saying all this, I'm largely drawing on what he himself said, putting it in my way. The elves represent, obviously they represent in a sense an aspect, they must do, of the humane. They represent an aspect of mankind, but raised in certain directions to a higher power, with powers that men don't actually possess. And that the ultimate aim of the elves is art and not power, whereas men have taken the solution of power represented by the machine. The ring is the ultimate because it was made for coercion, made by Sauron to coerce. And that is why the only solution to the problem of the ring, as the wise at Rivendell saw, was its destruction. And
if the ring were not destroyed, it wouldn't in the long run matter whether Sauron got it himself. As he said once, Gandalf, if he had the ring, would be far worse than Sauron, because he would be righteous and self-right, and order, coerce the world to its own good. And that was one of my father's great, was the coercion for de faire le bien, good dire end. que c'est juste. Alors He que- wasn't an unreasonable man. He wasn't an eccentric. He Violence wasn't pour la paix, absurd. And of course, he recognized that one must live in the world to an extent as it is. So he had a telephone. He even had a tape recorder when they were quite newfangled. But as a vision of how the world could be machinery of telecommunication, just as much as the airline. No, they were not what he wanted. I remember sitting with him, and I must have been quite a small boy, on the White Horse Hill in Berkshire, looking down over the vale of the White Horse, through which the Great Western Railway line goes towards Bath and Bristol. And I think even then I appreciated his intense awareness of that hill, the archaic carving in the chalk of the White Horse, the bones of the hill. One could see Weathertop in that. But I also loved the soundless sight in the valley of the train with the line of smoke. He didn't. He saw it as the intrusion of coercion, carrying people at high speed to destinations that they would have been very much better off going by other means. C'est les aigles, exactement. I think that the answer to that lies in the intensity of his love for the prime fundamental simplicities of not necessarily of the natural world, but of the materials of the natural world, as used by men using tools and not machines. So, in food, bread, cheese and wine, the materials of Très naturel pour les craftsmanship, stone, wood, and so on. But also there was his extraordinarily intense feeling and amazing ability to visualize landscape. Although, in fact, he travelled, as people travel now, it seems that a little went a very long way. And he had a great range of taste. Many people would naturally, I think, and rightly associate him with, well, of course, with trees, which has perhaps been, in a certain sense, exaggerated, because they had some sort of thing about trees. But trees are part of a much larger thing. Or one associates him with the Shire, because he so often said that he was hobbit-like. But I remember a letter, one of the many letters he wrote to me in South Africa, where I had been complaining volubly, as usual, about the author. I didn't like, in memory, I love it. I would love to go back. Just as he once said that he would love, no, he never did, to go back to the long streets of Artois that he hated so deeply in the war. He said, I would have to go back. But he said, speaking of South Africa and the high veld where I spent so much of the time, all you say about the dryness, dustiness and smell of the Satan-licked land reminds me of my mother. She hated it as a land and was alarmed to see symptoms of my father growing to like it. But oddly enough, all that you say, even to its depth, only increases the longing I have always felt to see it again. Much though I love and admire little lanes and hedges and rustling trees and the soft rolling contours of a rich champagne, the thing that stirs me most and comes nearest to heart satisfaction is space. I would be willing to barter barrenness for it. Indeed, I think I like barrenness itself whenever I've seen it. My heart still lingers among the high stony wastes, among the moraines and the mountain wrecks, silent in spite of the sound of thin, chill water. Intellectually and aesthetically, of course, man cannot live on stone and sand, but I, at any rate, cannot live on bread alone. And if there was not bare rock and pathless sand and the unharvested sea, I should grow to hate all green things as a fungoid growth. It's more passionate and exaggerated style. But I quote that because this is true. He could even, Bailey and I think, that his marvellous description of the land called Ithilien, through which Frodo and Sam and Gollum passed on their way into Mordor, this beautiful land of quick waterfalls and herbs that smelt when you walked on, extraordinarily like pots of Provence, which he'd never seen. A passion of mine, ab initio, was for myth and for fairy story, and above all for heroic legend on the brink of fairy tale and history, of which there is far too little in the world accessible to me for my appetite. I'm not learned in the matters of myth and fairy story, however, for in such things I have always been seeking material, things of a certain tone and air,
and not simple knowledge. Also, and here I hope I shall not sound absurd, I was from early days grieved by the poverty of my own beloved country. It had no stories of its own, bound up with its tongue and soil, not of the quality that I saw, and found as an ingredient in legends of other lands. There was Greek, Celtic, Romance, Germanic, Scandinavian, and Finnish, which greatly affected, but nothing English, save impoverished chapbook stuff. Of course there was and is all the Arthurian. Powerful as it is imperfectly natural, associated with the soil of Britain, but not with England. It does not replace what I felt to be missing. Je rappelle que pas mal des histoires du cycle arthurien ont été écrites en France. On se retrouve avec l'histoire d'Arthur, etc., qui sont écrits par des Français, qui donc ne sont pas spécialement au goût de Tolkien, qui cherche vraiment la mythologie vraiment nationale liée à Dieu, la langue, les croyances orales, etc. Et c'est vrai qu'en Angleterre, il n'y a pas ça, malheureusement. He loved trees and flowers. C'est un dessin Deep, urgent love, but I don't think he could really be called a botanist. He didn't have that kind. He obviously had the analytical wits for it, but they were all entirely used on philology. I don't think he would have wished, he certainly wouldn't have despised, but he wouldn't have wished to spend his time analyze plants into different species. They would get taken up into the secondary world very quickly and become the plants in of Middle Earth, like Nifredil or Cymbermina, the white flower that grew specifically on the mounds of the dead. He would see them clearly. He had obviously a very powerful visualizing mind. Pas lié au sol, But I think that parler de the l'Angleterre. name Cymbermina, Nifredil were absolutely essential to their existence in his mind. They used to come either by post with the postman, because he bribed the postman to put them through the door with the post, or if they were a bit late, they were on the mat in front of the stove in the dining room, and there would be snowy footmarks across the floor. We never discovered, for a long time, never suspected that they were him, until one night we used to hang our big stockings on the bottom of the bed, and one night Michael and I still had a room together, and the door opened, we hadn't gone to sleep, and he stubbed his foot on the door and said blast in the only way that he could say it, and we knew who it was, but we hid under the blanket so as not to let him know that we knew, and we never let on to anybody that we knew till years after. He was extremely clever in making the whole Father Christmas business totally credible to young children. Beaucoup de Français, mais oui. There was the thing of the postman bringing the letters to the door with the North Pole stamps on, and the whole way in which we put letters on the fire. And in the earlier part of the year, say in October, they wouldn't go for weeks, and then suddenly they would go. And we were, at that stage of our lives, deeply convinced in the reality of this. Deeply convinced. Of course, one was more interested in the present in a way, whereas you can see from his letters that there was beginning to be a new secondary world. There's a sense in which, nonetheless, we were actually drawn into the secondary world. It was actually existing, so it was intensely exciting. And right, because when one couldn't go to sleep on Christmas Eve, but when one heard the tread of Father Christmas's feet coming up the stairs, then one pulled the clothes over one's head, because something very strange had entered the house. After my father-in-law died and we received this vast mass of papers that he had kept all those years, some of which hadn't been looked at by anyone other than him, possibly not by him. The Father Christmas letters turned up. Nobody knew that they still existed. Nobody knew that he'd kept them, but he had. And they were there, absolutely intact, with the envelopes, the stamps and everything. And it was decided that we could try it could be tried to make them into a book. They do produce a fairly coherent story, even though they consisted of these isolated letters written once a year. And they, of course, do relate to his primary imagination. As Christopher said, the creation of a new secondary world began, but it was one which was very closely related to the main one. The character of the polar bear, of course, who emerges as more and more of a personality as time went on, and escapades involving him. But I think that the thing that
stays with me is the goblin wars in the caves, because I think that's the point at which it touches most closely the real imaginative creation. It has everything. It has Father Christmas, who is a sort of Gandalf figure. It has the goblins. It has a runic alphabet. It has caves, battle, elves, so they're quite different, but Des elfes, c'est pas les vrais mêmes elfes, mais everything is there. The Father Christmas letters were produced in book form after Tolkien's death, edited by Bailey Tolkien. on a eu, il y a 2 ans d'ici, je crois, une superbe édition, même en français, des lettres du Père Noël. Je peux aller la chercher s'il y en a qui veulent la voir. C'est une belle édition des lettres du Père Noël. On veut voir. Restez là, j'arrive. On reste. Où veux-tu qu'on aille? Je ne sais pas, moi. Je m'en vais et pouf, imagine. Je m'en vais, il n'y a plus personne. Voilà, c'est quand même grand. C'est aux éditions Christian Bourgois. C'est une jolie édition, hein, évidemment très inspirée anglaise que vous. Et voilà, vous avez les traductions, mais aussi les lettres à tous les dessins. J'aime beaucoup parce que, voilà, ça vous donne un aperçu de ce que vous pouvez trouver potentiellement. Ça vous intéresse. Les lettres du Père, c'est 23 ans de lettres qui ont été envoyées comme ça. Donc, pour ses fils aînés jusqu'à sa petite dernière Priscille. Ouais, peut-être qu'un jour, je vous parlerai vraiment plus en détail des lettres du Père Noël. Parce que, on compte quand même... une petite histoire. Ça peut être cool de vous parler de ses aventures. Oui, il faudrait que je fasse ça avant. D'ailleurs, je sais pas si tu l'as déjà dit, mais lequel ton livre préf? J'ai 2 livres préférés parce que j'ai... En fait, je dirais même que j'en ai 3, en réalité. Tu en lis à ta fille de ces lettres? Pas encore, mais c'est prévu. Là, elle a que 4 ans et elle a parfois un peu de mal quand on lit quelque chose d'un peu trop, on va dire, plus compliqué. Elle a du mal à vraiment accrocher, mais oui, c'est prévu que je lise ça. Donc en fait, voilà. En Terre du Milieu, mon livre préféré, c'est évidemment Life Changer. En dehors de la Terre du Milieu, c'est l'histoire de Kullervo. Mais c'est pas mon préféré, mais je trouve que pour moi, c'est l'un des plus importants en fait. Et c'est l'un des plus importants, c'est celui du conte de fées. C'est le petit essai qui est pour moi un des plus importants. C'est pas spécialement mon préféré, mais c'est celui qui te permet de comprendre un peu plus. Et c'est pour tous ceux qui essayent d'en apprendre plus sur Tolkien, c'est trop bien. Ça te permet d'avoir une plus grande vision d'ensemble, de comprendre un peu mieux et poser les bases. Il avait quel âge les fils de Tolkien quand il leur écrivait des lettres? John et Michael, je ne sais pas, mais Christopher n'était pas encore né. Que tu peux imaginer que John et Michael avaient peut-être 4, 5, voire 6 ans. Il faudrait voir les années de naissance de John et Michael, je ne connais pas par cœur. Non, mais direct partir sur du compliqué avec Tolkien alors qu'on pourrait la faire débuter. Voilà. Bon, hop là. Hobbits are just rustic English people, made small in size because it reflects the general small reach of their imagination, but it's not the small reach of their courage or latent power. Coucou Rohirrim. On the 14th of December 1937, Comment ça va? 2 months after The Hobbit had been published, and I think about 2 days before he began, he wrote to a friend of his, I don't much approve of The Hobbit myself, preferring my own mythology, which is just touched on, with its consistent nomenclature. Elrond, Gondolin have escaped out, and organized history. I prefer that to this rabble of Eddaic-named dwarves out of the Voluspar, newfangled hobbits and golems invented in an idle hour, and Anglo-Saxon runes. Tolkien's own mythology had begun many years earlier, in his first and perhaps most important creative n'était work, pas censé faire which partie would not de... be published until after his death. The Silmarillion was the primary, central work of my father's secondary world. One of the chief things that people know about it, I think, is that it was unfinished. But I think this is, in a way, misleading. The real point is that there were several Silmarillion. When he was a very young man, during the First World War, and in the years immediately following, he wrote a work called The Book of Lost Tales. Donc ça, on les a tous les deux. The little notebooks that he used still exist, little penny notebooks. And some parts of it he recorded were written in the trenches under shell fire. And this was the first Silmarillion. He didn't then call it that. It's quite unlike his later manner of writing, when he adopted a much more remote, exalted even, manner for his mythology. It's more immediate. It's even funny. It's written in an extraordinarily flowery
Oh, consciously archaic. oh, c'est horrible, hein, la manière. I Parfois, think is very c'est un anglais attractive. vraiment archaïque, c'est compliqué. But Hein. there already, often in very early qu'il a undeveloped écrit. forms, are the great stories, the great legends, which were an inspiration to him throughout his life. Above all, the Lay of Beren and Luthien, and the tragedy of Turin Turamba. L'histoire des enfants de Aurine. Another Silmarillion was already in existence by about 1930, and that is very different. It's as I say, it's in a more remote style, and it's more chronic. The important thing is that was finished. The Book of Lost Tales, you could say, was finished. The 1930 Silmarillion was finished. It's complete, a completely enclosed myth, not presupposing any later age. And at that stage, The Hobbit N'avait pas de had lien. Ah, no connection. In fact, he said in a letter that he wrote in 1964, he said, by the time The Hobbit appeared in 1937, the Silmarillion was in coherent form. The Hobbit was not intended to have anything to do with. I had the habit, while my children were still young, of inventing and telling orally, sometimes of writing down, children's stories, in inverted commas, for their private amusement. The Hobbit was intended to be one of them. It had no necessary connection with the mythology, by which he means, but naturally became attracted towards this dominant construction in mind, causing the tale to become larger and more heroic as it proceeded. Even so, it could really C'est sans stand doute quite une apart. des raisons, Fëanor. And Pas so you que see sa manière de construire the les choses. famous names of Middle-earth, such as the Misty Mountain, Mirkwood, the great river of Wilderland, they began with The Hobbit and had no necessary association at all with the mythology as it existed at that time. The Lord of the Rings began as the sequel to The Hobbit. But this dominant construction, in my mind, attracted everything into it, attracted The Hobbit, and still more, of course, attracted The Lord of the Rings. So The Lord of the Rings becomes, in the most complex fashion, both the sequel to The Hobbit and heavily vraiment ça. involved with the Il a réussi à Silmarillion. faire un pont. At the same time, he C'était pas continued prévu. with his academic work as professor of Anglo-Saxon at Oxford, which was so closely related to his creative writing. That they were intertwined with each other. I call the content as opposed to the practice of his academic work is one of the primary ingredients in the secondary world, many kinds, Anglo-Saxon above all, and of course the philology. The philology of the primary world relates very, very closely to the languages of the secondary world, Sindarin and Quenya. Si vous vous intéressez un petit peu aux langues de la Terre du Milieu, c'est terrible comment elles ont vraiment des racines profondes dans les langues qu'on peut trouver actuellement, quoi. C'est The languages, C'est the aussi un Elvish sujet languages important. of Middle-earth, they're totally different in the sense in which he used the word fantasy. They are the languages of the fantasy. But they're very hard. They're hard-bitten. They have their own severe phonetic, their severe grammatics, which shows, I think, is important because it shows what the word fantasy means. There's nothing crazy or absurd. His fantasy philology is just as strict as the philology of the Germanic languages that he practiced that he expounded as a professor. So I think that his academic life, as I say, intertwined and was productive very in his sub-creative work. In terms of actual content, of course, an important element in The Lord of the Rings plays no part in The Hobbit, I think, or in the Silmarillion, but plays a very important part in The Lord of the Rings, is the Kingdom of Rohan, which is modelled on sense, transformed. It's not supposed to be historical because it's in the secondary world, but the inspiration for Rohan Oui, Laurent, c'est l'Angleterre anglo-saxonne. very evidently from Anglo-Saxon England. Ne fût que par And the la- philology does not derive from any direct imitation of real languages in the world. Not at all. But of course it does derive from his mastery Ouais, c'est ça. of the history of actual, that is to say, his knowledge of the history. C'est sûr qu'il avait une connaissance de l'histoire hyper English, German. impressionnante. So forth, other than Germanic language. He used this kind of knowledge, his knowledge of phonetics, of phonetic history, to devise his own language. That is what gives them their extraordinary credibility, Oui, parce que ça leur donne un aspect de déjà vu, mais elles because sont... he composed them historically. He started from ancient form, and just as with a real language, within the history of Middle-earth, he devised the
changes of pronunciation that overtook them, just as they do in real language. And therefore, if he wanted a new word within one, he didn't simply select a few syllables that attracted him. He worked out what that word would actually be. And he works out, as it were, the sound changes that will, fictionally, will have passed over them C'est in ça the qui donne de course la of time, crédibilité. Il y a un fond historique. as they do in all On languages. ressent. And this is what gives to these languages their extraordinary, one of the most powerful things, works even for those who have no understanding, nature of the philology. This extraordinary sense that they cohere, they are real, they have the trademark of being a totally individual speech. Just as even if you don't know French, you can say that's French or that's Swedish, because they have a characteristic note and quality, and his languages do Ce that. caractéristique As the reconnaît, creator or sub-creator, reconnaît certaines choses. he could take great delight in them because he could make the sound that were developed by the phonetic changes attractive to his own ear, so that he could say that Quenya was the language that he really Oui, hein, deeply c'est desired, juste- whereas none of the languages of the world really came quite there. He loved Anglo-Saxon, but he didn't like it as much. He loved Finnish, which was an important influence on Son travail universitaire, je ne sais pas, mais en tout cas, La Terre du Milieu, etc., il y en a certains qui... Enfin, on entend surtout plus les critiques élogieuses, mais il y a un auteur de fantasy contemporain qui a descendu. On avait parlé dans un des commentaires des Échos d'Imladris. Enfin, voilà. Oui, il y a des gens connus qui critiquent Tolkien parce qu'ils n'aiment pas du tout la manière dont il écrit, etc. Voilà, les goûts et les couleurs. Il y a des gens, je le vois bien sous mes vidéos, il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'ils n'arrivent pas à lire Le Seigneur des Anneaux. Il ne faut pas demander à ces personnes-là de lire le Silmarillion, qui, pour moi, est plus compliqué encore que Le Seigneur des Anneaux. Donc, voilà, ça va plus être sur l'écriture, juste là, plutôt que tout l'univers au sens large. En fait, j'ai rarement vu de critiques de personnes qui attaquaient, on va dire, les œuvres éditées par Christopher en attaquant le travail de Tolkien, tu vois. Ça va plus être, le livre est peut-être un peu imbuvable, etc. Oui, c'est pas évident à lire, c'est des morceaux de texte avec des comparaisons, des commentaires de Christopher, etc. C'est un travail de recherche de fou furieux, mais critiquer le travail de Tolkien, tout ce qu'il a fait, son invention, ça, j'ai pas vu souvent de personnes critiquer cet aspect-là. J'ai plus vu de la critique par rapport au fait que voilà, Le Seigneur des Anneaux, c'est long, c'est chiant, tu restes 200 pages en compter, c'est lourd. Enfin, voilà. Donc c'est plus critiquer le style d'écriture que vraiment sa capacité de création, quoi. Quenya was the language of his heart. It was the language that Donc he le Quenya, wanted. c'est le haut elfique. Arel bereftlul thoniel, sidivren penamiriel o Elkin. menel aglar elenas, Elbereth, Gilfred. nahaered palandiriel o galasremmin enorath, fanuilos lelinathon, nevaya, si nevaya. During the long years in which he worked on the languages and the legends, the stories themselves seem to evolve, Ça existe as if peut-être. under Hein. other influence than that of their creator. In the case, for instance, particularly of the Silmarillion, what is so fascinating is because it lasted so long, and because he wrote so many versions, you can follow the changes in great detail, C'est ça qui est trop bien. Tu Where suis you en got the fait papers in the right order. l'évolution des textes magiques. And the movements in the legend, moving from one text to another very gradually, mean that after the passage of years in my father's life, you have a movement in the legend similar to the actual movements in Comme si the elle se passait de legends tradition en of tradition orale, par exemple. actual people. So you see, in one particular case I can think of, a great king in the earlier stages of the mythology, Oh, Orodreth of Nargothrond. bref. He slowly, as the years pass, becomes diminished and is ultimately rejected completely from the dynasty, the kingly dynasty he belonged to. And the reason for this was that another of my father's legends slowly made contact with the first one, and the internal dynamic of the legends forced this king into a inferior, and therefore he becomes cowardly, weak, and in a sense disappears through the sheer internal energy or dynamics of the movement. Comme tu parlais du roi sorcier d'Angmar tout à l'heure, c'est encore un moment où là c'est plus dans le processus d'écriture, mais c'est un moment où
voilà, quand il a pensé vraiment on va dire, aux origines, de Gandalf, il a décidé de changer ces trucs-là et c'était plus pareil. Mais ouais, on voit les évolutions dans les textes et c'est un truc que je ne retrouverai sans doute jamais ailleurs. C'est grâce au travail colossal de Christopher, on a la chance de pouvoir voir l'évolution des textes, les moments où certains personnages disparaissent, ou évoluent, c'est trop bien. Tu en penses quoi de la série, ça? Il y a des choses très bien et des choses moins bien dedans. Voilà, c'est ça qui est trop bien avec le pouvoir éditorial de Christophe. Ah, l'aigle et l'enfant. Le petit bar à... It's only strangers who call it the Eagle and Child. It's really the Bird and Baby. And in the Bird and Baby, the Inklings, who were a group of like-minded dons and neo-dons, used to meet from 1939 right through the war. They came every Tuesday lunchtime. They sat C'est in un this frère room, Carpenter? and they were, in fact, a club, a male club. Je crois que c'est un They frère met Carpenter. also in evenings in C.S. Lewis. Excusez-moi, je fais vite la recherche. Mais si je ne dis pas de bêtises, je pense que c'est Humphrey Carpenter. Oui, c'est lui. Ok. Humphrey Carpenter, c'est le monsieur qui a rencontré Tolkien de son vivant pour écrire sa biographie. Et c'est aussi le monsieur qui a travaillé sur les lettres avec Christopher Tolkien pour éditer le bouquin sur les lettres du professeur. Donc voilà, il me semblait bien que c'était... J'étais en train de me dire, sa tête me dit quelque chose, je l'ai déjà vu. Et donc il est... Humphrey Carpenter a aussi travaillé sur les Inklings. Donc il connaît la vie de C.S. Lewis, tout comme celle de Tolkien. Les Inklings, c'était le groupe littéraire d'Oxford de Tolkien et ses amis. Se partageaient leurs écritures, mais aussi parlaient de ce qu'ils aimaient, c'est-à-dire les mythologies, les langues germaniques, tout ça. Lewis's rooms in Magdalen. Very few outside his generation came to them. I was lodging during some of this period just up the road. Never knew they were happening, these meetings of the Inklings. But it was a very important, and it's nice to be still in this pub. Je suis allée dans ce pub, j'étais toute heureuse, je vous assure, pendant mon pèlerinage. Sitting around, Allez, not in great dans ce comfort, pub-là, and during the war, not with even very much beer, il y a un truc. but talking literary talk and working in complete isolation from the rest of the literary staff. The Inklings had a small nucleus of regular members, with others attending on an occasion. But at the centre of the group was Tolkien's great friend, C.S. Lewis. The profound, imaginative intimacy between him and Lewis was, I think, in some ways the real core. Certainly it was of profound importance, indeed, to both of them. The fact that they drifted apart in their later on, I think myself, it was sad, but I would say that it was no more than a drifting apart. I don't think myself that it really required studied in depth. I think what I should concentrate on was the extraordinary support of mind, of taste that they offered each other. I think he felt that he owed a very great deal to Lewis in his encouragement of him as a writer. And I think he did say, and certainly conveyed this, that but for Lewis's encouragement when things were difficult, he might never have got The Lord of the Rings complete. So I think he felt an enormous debt to him there. And they mutually gave each other great encouragement over their writing. I think that it was the most tremendous grief and blow when Lewis died, even though in the years preceding Lewis's death, following Lewis's marriage, and also after his move to Cambridge, C.S. Lewis et Tolkien, c'était une amitié particulière. They'd seen very little of each other, and there was a lessening of the bond, a loosening of the bonds, and a loss of what my father would call the communion between. But nonetheless, I think the memory was always there, and the affection remained. In a letter he wrote to me, which was in response to a letter I wrote to him of sympathy after Lewis's death, he said that he had the normal feelings of a man of his age who feels losing his leaves one by one, but that Lewis's death felt like an axe being taken to the root, which I think expresses far more than anything else what he must have felt. I have a passage taken from my father's story, Leaf by Nigel, which is probably the most obviously autobiographical of anything he wrote. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà lu Feuilles de Nigel ou pas du tout? Oui, ça, on l'a lu hier à Oxford. Mais c'est vraiment ça, c'est exactement ça qui est écrit dans le livre qui parle des Inklings.
c'est un peu... ils ont vraiment eu cette réflexion, genre, quoi? Toi aussi? Et voilà, c'était parti. Ils sont devenus amis comme ça. Quand ils se sont rendus compte, en fait, qu'ils aimaient l'islandais et les grandes sagas islandaises. C'est parti de là. Je sais pas si certains d'entre vous ont lu Feuille de Nigel. Un jour, sur les échos, je prendrai le temps d'en parler parce que j'ai tellement de choses à vous dire. Who can never get his big work finished, which is the painting of a tree. C'est un mec qui arrive jamais à terminer son grand travail, qui est la peinture d'un arbre. Which is what is called in the story going on a journey. And he finds himself eventually in another country. Nigel pushed open the gate, jumped on the bicycle, and went bowling downhill in the spring sunshine. Before long, he found that the path on which he had started had disappeared, and the bicycle was rolling along over a marvellous turf. It was green and close, and yet he could see every blade distinct. He seemed to remember having seen or dreamed of that sweep of grass somewhere or other. The curves of the land were familiar some. Yes, the ground was becoming level, as it should. And now, of course, it was beginning to rise again. A great green shadow came between him and the sun. Nigel looked up and fell off his bike. Before him stood the tree. His tree, finished, if you could say that of a tree that was alive. Its leaves open, its branches growing and bending in the wind, that Nigel had so often felt or guessed, and had so often failed to catch. He gazed at the tree, and slowly he lifted his arm and opened them wide. It's a gift, he said. He was referring to his art, and also to the result, but he was using the word quite literally. And that passage, I think, illustrates very profoundly my father's belief in the source of his own inspiration. I remember that I had nightmares about Black Riders. It was so powerful. The other thing I remember too is that when I came to read the book and reread it a long time afterwards, I still felt just as frightened, even though I knew what was going to happen, that they would eventually get away, as it were, from the Black Riders. And that, I think, remained in my mind as a very important fact about literature, that the important thing is the threat and is the feeling that you have, the fear, and not actually knowing what happened. That's perhaps one reason why I always have found whodunits rather unsatisfactory form of reading, because if it's just the thrill of finding out what happened, you don't really want to read it again. But if it's the emotion, then that's forever if it's great. This is the end of the Lord of the Rings, the end of the last chapter. And I begin with Gandalf speaking at the Greyhaven as he, Frodo, prepare to leave in the last ship. Well, here at last, dear friends, on the shores of the sea, comes the end of our fellowship in Middle-earth. Go in peace. I will not say, do not, for not all tears are an evil. Then Frodo kissed Merry and Pippin, and last of all Sam, and went aboard. The sails were drawn up, and the wind blew, and slowly the ship slipped away down the long grey firth, and the light of the glass of Galadriel that Frodo bore glimmered and was lost. And the ship went out into the high sea, and passed on into the west, until at last, on a night of rain, Frodo smelled a sweet fragrance on the air, and heard the sound of singing that came over the water. And then it seemed to him that, as in his dream in the house of Bombadil, the grey rain curtain turned all to silver glass and was rolled back, and he beheld white shores, and beyond them a far green country under a swift sunrise. But to Sam, the evening deepened to darkness as he stood at the haven. As he looked at the grey sea, he saw only a shadow on the waters that was soon lost in them. There he stood, far into the night, hearing only the sigh and murmur of the waves on the shores of Middle-earth. The sound of them sank deep into his heart. Beside him stood Merry and Pippin, and they were silent. At last the three companions turned away, and never again looking back, they rode slowly home, and they spoke no word to one another until they came back to the Shire. But each had great comfort in his friends on the long grey road. At last they rode over the downs and took the east road, and then Merry and Pippin rode on to Buckley. Already they were singing again as they went. Sam turned to Bywater, and so came back up the hill as day was ending, and he went on. And there was yellow light and fire within, and the evening meal was ready, and he was expected. Rose drew him in, and set him in his chair, and put little Eleanor upon his lap. He drew a deep breath. Well, I'm back, he said. 12 years after he had begun it, Tolkien finally completed The Lord of the Rings in 1949. But he had great difficulty in finishing it. He would rewrite passages time and again, constantly seeking a better expression, and he put the greatest emphasis on the accuracy of the smallest detail. I do remember him saying things like that he had to
rewrite a whole part of The Lord of the Rings because he, or at least a whole chapter, which might have been because he had described something as being by full moon and realised on looking back at the time scheme that he was a day in advance, that the moon couldn't have been full till the next day. And I mean, one person in 1,000 of readers would probably have noticed that, but he wouldn't dream of leaving something like that in. The moons, I think, finally, the moons and suns are worked out according to what they were in this part of the world in 1942, actually. I mean, I'm not a good enough mathematician or astronomer to work out where they might have been 7,000, 8,000 years ago, but as long as they correspond to some real configuration of what was good enough. Tolkien said, Faut s'accrocher quand c'est le papa qui parle. It is only too likely to be true what you say about the critics and the public. I am dreading the publication, for it will be impossible not to mind what is said. I have exposed my heart to be shot at. I think the publishers are very anxious too. And they are very keen that as many people as possible should read advance copies and form a sort of opinion before the hack critics get Quand c'est le busy. père, tu comprends pas. Il va trop. People can, of course, find the allegories if they wish to, but as you can see, it was wholly outside his conception of what he was doing in what he called fantasy. Les allégories. The world he Ça aussi, on fera created exists for on itself fera une vidéo un jour and for sur what les it tells allégories. you and for what delight it gives. Plein de sujets. It may, of course, contain, as indeed it does, elements of his own comprehension, his view of the world at large, but not anything out of the primary, just as it contains no specific reference to the Christian religion. It actually contains no specific reference to communism or fascism, absolutely not. His view of such things, if available at all, will be in solution in the secondary mythical or mythological world that he has created, but not actually itself. Therefore, it is in no sense an allegory. The double meaning is not present. Escape is a different question. He was there, perhaps more deeply hostile, because escape is used, has often been used as a means of attack on the very conception of fantasy, of the secondary world. And he in a sense, he said, of course it is an escape, if you like, because it's a movement out of the primary world, which isn't such a pleasant place, into a secondary world that may not be very much more pleasant, but it's in a way very different. And there are terrors as well as beauties in the secondary. But it is not. He said that his critics had chosen the wrong word. He said they were perhaps maliciously confounded. The escape of the prisoner with the flight of the deserter. And why should what he offered, if it is escape, not be the escape of the prisoner, which in other contexts is regarded as a very noble thing to try to do, to get away. But they are twisting and suggesting that he shouldn't get away. He should stay very firmly in the primary world. But on his mind Grosso modo, was the Silmarillion. tu fouilles. Mais est-ce qu'à la base, tu serais pas plutôt prisonnier, tu vois? Pour Tolkien père, il disait que c'était comme une fuite, comme donc la fuite du déserteur, cette évasion. Sauf qu'en fait, Christopher Tolkien pose la question de est-ce qu'en fait, on serait pas plutôt prisonnier de notre monde, quoi? Et que cette forme d'évasion qu'on refait sans cesse, c'est justement parce qu'on veut s'évader de la prison dans laquelle on est. Grosso modo, j'ai pas tant pris de soi que ça. The book all Tolkien readers were waiting J'avoue, for, de voir. but which he was finding J'adore dire impossible grosso to modo en finish. plus. Je ne sais pas contre toi. I think one must say it was the last version of the Silmarillion that he couldn't finish a Silmarillion that would stand in relation to the Lord of the Rings. It was inevitable that the Lord of the Rings must alter the Silmarillion because having once been, as I've said, an enclosed myth with a beginning and an end, it now has the vast extension. Sagittarius, ça, c'est ça. And in the Lord of the Rings, there are major figures who come out of the elder days, out of the primeval world of the Silmarillion, chief among them Galadriel. So a great deal of writing back. But my father being who he was, this writing back would never be a simple thing because when Galadriel enters out of the Lord of the Rings into the world of the elves in Valinor, new stories. Right up to the end of his life, Galadriel's position in the elder days was still being developed. So this was a major problem, but I think there were deeper. I think that in his later years, he had become detached in a way from the old legends, Turin, Berthar. And they were immensely important to him, but they were things that, they were like the legends of the real world, which he could observe and study. And he became more and more interested, I think,
more and more interested in the, what you might call the metaphysical aspect of his second invention. Above all, with the nature of the elf, because it is absolutely fundamental to the whole conception is that men are mortal and elves are immortal. And as he declared, I'm sure rightly declared, the fundamental underpinning concern of all his work was death, the intolerable fact. And the nature of the elves, going right back to the Book of Lost Tales, was above all that they were immortal. They were not naturally destined to die. They could be killed because they had bodies, but they were not in their nature destined to die, whereas men are of their nature destined to spend only a short while in the world, whereas the life of the elves was coterminous with the life of Ada. Ada being the elvish word for the world, our world, of which Middle-earth was a part. And so in his later years, he became involved in profound attempts to determine the nature of an immortal being who is nonetheless incarnate. Dans les textes dans Morgothring, c'est terrible. On a vraiment des textes où on voit qu'il a beginning to develop new stories within the Silmarillion. Immortalité, mortalité. And I think the whole thing simply became too large, too complex, to have so precise, to attempt to impose so precise a metaphysical explanation was perhaps a task for a younger man. The flame began to die down, and he hadn't the energy left that would be needed for such a huge transformation. Some people who knew him well thought that he didn't really, have said that he didn't really want to finish, suggesting even that at some level he felt that to finish the Silmarillion would be finishing his life. I personally don't think that at all. I don't think there's any real evidence for it. I think he deep but could too large a task, too tired. Ouais, et trop fatigant. In the last photograph taken of him, he is standing by one of his favorite, the great qui n'existe plus, on signale, tristesse. On a le Beren qui est caché derrière les plantes. Triste, hein? He used to tell stories every night, and often when I went to sleep, telling fairy. I can't actually remember him oui, c'est un peu ça. Telling the stories which were later incorporated into The Lord of the Rings. I think my elder brothers. Parce qu'il devenait dangereux, malheureusement, là. C'est pour ça qu'ils ont été contraints de l'enlever. Mais... How it began, I would think, in 1926-27, when we first went to Oxford, and was told us at Christmas time, in chapters, which is why it has chapters of adventure. Ça, c'est un we dessin, were lucky we got a couple of extra chapters each Christmas. De cul-de-sac, and the other ones had to be repeated, so it got longer and longer and longer. He was deeply moved and grateful for the fact that so many people respond with great appreciation, and although it was a heroic task, I think he greatly appreciated being able to apply to or to be in contact with. The letters were enormous, but instead of the postman, the van used to arrive at Morning's Post, which he couldn't get through the door. And in the beginning, my father tried to answer them all. Oh, the old lady there was rather a drag, but he won her over by posting his false teeth through the screen and putting his envelope in his mouth. Similarly, the bank used to keep all the things he left there. I once went with him to the bank, and they opened the drawer and gave him back his last 2 or 3 pipes and gloves. Well, I think that he found certain aspects of the success, particularly the cult extreme amount of publicity, very difficult, particularly as he was getting older. He was frightened of the intrusions on his privacy. Oui. He didn't like fame, and he didn't like all the palaver at all. He never actually really ever appreciated that he'd become famous, always wealthy. He always worried about his finances. Oui. And that he hadn't got much money and he was ever spending. He had a way with them. There was the one who rang from London and arrived with his secretaries and 3 coloured umbrellas. And my father had an alarm clock which he kept in a drawer. And if there were people he really didn't want to see, the alarm clock was set for a quarter of an hour after they arrived. And when the alarm clock went off, "Oh, I'm so sorry, I've got another engagement." That invariably got rid of them. They went quick. Voilà. People found his telephone number and used to ring up in the middle of the night. One I remember especially, because I was at home, was the one who rang up from Ohio and wanted him to find her son, who was hiking in Europe with a copy of The Hobbit. Ah, oh là là, ça c'est une des dernières apparitions de Christopher. Ça c'est à Aubusson. Là, il a découvert le début des tapisseries d'Aubusson. Je me souviens quand mon père a peint ce tableau. Pour sa transcription, j'ai pas
fantastique. Elle est vraiment émue, hein, c'est beau. Peut-être mettre un petit peu plus fort. Je peux pas mettre plus fort. C'est le plus grand que je puisse mettre. Et puis Bailly est venu quand même en 2018 2 fois au Luçon. Et je peux vous dire que Bailly maintenant est une star au Luçon. Elle a vraiment séduit, les Creusois par son élégance et par sa... Elle compte pour vous, en tout cas par rapport aux illustrations de votre père. Et donc on est particulièrement heureux, et je dirais même ému de ce moment qui a été rendu possible par l'administrateur et toute l'équipe de l'Abbaye du Toronnet, et je les en remercie à nouveau. Je dois expliquer que mon père, habituellement, travaille très très tard dans la nuit. Parce qu'il a déménagé en France, 4. Peindre, il habitait dans le Var. Et moi, quand j'étais très très jeune, j'ai trouvé pendant les nuits, j'étais inquiet au sujet de mon père, dans la façon, est-ce qu'il était toujours en vie? Il est mort le 16 janvier 2020. Un nuit, quand la maison était toute silencieuse dans cette façon, j'ai descendu pour trouver mon père, et voilà, il était là. Moi, j'étais tellement soulagé que, pauvre petit idiot, j'ai commencé à pleurer. Et une larme, mais substantielle, a tombé sur le tableau. Imaginez-vous. Mais mon père n'était pas du tout fâché. Ce qu'il a fait, il a pris ton petit pinceau et il a effacé chaque trace de la larme. Et il a dû changer un peu les arrangements des feuilles de cet arbre, parce que la larme a tombé sur le bel arbre qui est au premier plan. C'est sur la peinture de Rivendell. Le titre de Faucon, enfin du tableau, c'était Rivendell. Et dans cette maison, Frodo a prononcé les mots qui sont fondamentaux au Seigneur des Anneaux. Ce qu'il a dit, I will take the ring, though I do not know the way. Je vous remercie. Voilà. Et voilà, c'est terminé. On a tout regardé. On a tout regardé des interviews, donc d'un petit peu moins fort. Hop, voilà, on a tout regardé. Ah ben, ça en fait des choses. Beaucoup sur le monde secondaire, la vision de son père, la machine, son approche de la nature. Ah, bravo à eux et merci à nous de passer des heures à live à discuter de leurs écrits. Ouais, c'est sûr que ça, on remercie beaucoup pour ça. En vrai, c'est vrai qu'à une époque, quand j'ai lancé la première fois mes live Twitch, je jouais et jamais j'aurais pensé que j'allais finir par être en just chatting à papoter Tolkien pendant des heures. C'est vrai que ça, j'aurais jamais cru. Mais comme quoi la vie est pleine de surprises. Et c'était super intéressant. Je suis contente aussi que dans la vidéo, on ait vu John Tolkien, Priscilla, on a même vu Bailey, donc la deuxième épouse de Christopher. Et c'est cool. Après, et ce n'est que le début. Ah bah, peut-être qu'un jour je vais tomber. Alors qu'une giga session à RAM là. Coucou Ganrel. Quoi, tu veux Allez, c'est parti. On se retrouve dans 10 minutes et on fait des arams, c'est ça? C'est vrai que j'ai stream du LOL, des arams. On est encore nombreux contents de voir qu'on est beaucoup à apprécier la Terre du Milieu et Tolkien. Mais oui, ça c'est... J'ai l'impression qu'on est beaucoup à aimer Tolkien, quoi. Et c'est trop cool. Ça reste plus intéressant que just chatting politique. Mais il y a des gens que ça passionne. Comme moi, je suis passionnée par Tolkien, donc voilà. J'ai envie de te dire, 4, que ça dépend des gens. Il y en a qui trouveraient plus intéressant que, à la place d'être dans un monde de fantasy, je m'intéresse plus à ce qui se passe vraiment
dans mon pays ou près de chez moi, quoi. Ça dépend un petit peu de ce que chacun... Quel rapport avec Christopher par rapport à ses frères et sœurs sur l'œuvre de son père? Déjà, un rapport légal, dans le sens où Christopher était l'exécuteur littéraire de son père. On a regardé le testament hier de Tolkien père. On a lu certaines parties. Et effectivement, Christopher avait, on va dire, la suprématie décisionnelle sur tous les textes de son père. Donc, il s'en rappelle tous. Et on a des souvenirs de John ou de Priscilla dans les reportages qui te montrent que ça a vraiment rythmé aussi leur vie, qu'ils ont grandi avec ça. Mais voilà, Christopher, il y a un lien beaucoup plus puissant que comparé aux autres. C'est de par le fait que il pouvait même tout brûler. On l'a lu ça hier dans le testament. Tolkien lui dit qu'il a le droit d'altérer, de modifier, réécrire, etc. Ou même tout détruire. C'est lui qui a vraiment... C'était Christopher qui avait le droit de faire ce qu'il voulait. De toute cette boîte de papier... Il aurait pu juste tout jeter à la poubelle. La lettre du père au fils que tu nous as lu hier révèle cette confiance absolue. Ah oui, si vous voulez, pour ceux qui n'étaient pas... J'ai lu dans une lettre que Tolkien... Et tu as été un présent si spécial pour moi, à une période de chagrin et de souffrance morale. Et ton amour se déployant immédiatement, presque au moment où tu es né, m'a prédit comme si tu m'avais parlé, que je serais toujours consolée par la certitude que cela ne connaîtrait jamais de fin. Il est probable que nous nous retrouverons sous l'œil de Dieu, tout entiers et unis, dans peu de temps, très cher petit. Et il est certain que nous avons un lien spécial qui durera au-delà de cette vie. Toujours soumis, bien entendu, au mystère du libre arbitre, par lequel l'un comme l'autre, nous pourrions rejeter le salut. Bonne journée, 4. Merci d'être passé. Ouais, heureusement qu'il a rien fait, tant mieux pour nous, mais bon. Sinon, on aurait eu Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, et en vrai, ça reste quand même... Le Seigneur des Anneaux reste quand même une œuvre terrible. Mais c'est vrai que pouvoir découvrir le Silmarillion et puis tout ce qu'il y a derrière, c'est tellement plus vaste, plus complet. Et c'est sublime, ce très cher petit porte tellement d'amour. Il commence le début de sa lettre, parce que là c'est qu'un passage, mais il est marqué cher petit, très cher petit au début de la lettre. Tu vois qu'il l'appelle vraiment Christopher, mon petit. Il y a un amour profond, un respect profond, ouais, Christopher, c'était, je dirais pas à dire jusqu'à l'enfant préféré, mais parce que bon, la petite dernière Priscilla, ça reste sa petite fille, voilà. C'est pas son double, Linpucci. Même s'il a fait des études aussi de littéraire à Oxford comme son père, et qu'après il a travaillé sur la Terre du Milieu toute sa vie, c'est pas son double, c'est juste vraiment l'héritier, quoi. L'héritier par excellence. C'est l'enfant qui ressemble le plus à son père, oui. Du coup, je me suis commandé le Silmarillion ultra prestigieux qu'on a parlé hier. Le Silmarillion prestigieux dont on a parlé hier. Il n'est pas encore sorti, ce Silmarillion-là, de la Folio Society. Il y a l'édition de luxe en coffret bleu qui est sortie il y a quelques années. Mais l'édition prestigieuse du Silmarillion de la Folio Society, il n'est pas encore sorti. Aujourd'hui, il n'y a que le Hobbit. C'est vers 17h. Ça sera disponible. Tu dois parler du Silmarillion de luxe. Attends, je vais le chercher. Hop, désolé, j'écris qu'à une main. J'ai un peu la flemme. Ça doit être celui-ci. Voilà, c'est celui-là. Voilà, c'est lui. La bleue. Oui, j'imagine que c'est celle-là alors. Tu veux que j'aille le chercher parce que celui-là, je l'ai. Il est de l'autre côté. Tu veux le voir ou t'attendras tranquillement de recevoir ton édition? Cette édition-là du Silmarillion, je l'ai reçue à Noël il y a 2 ans. C'est mon compagnon, trop content. Ça ne dérange pas. Je reste assise alors. J'essaierai peut-être d'y penser, de le prendre pour une prochaine fois. Mais voilà, si de toute façon tu l'as commandé, tu vas le recevoir. C'est un bel ouvrage. Mais il faut faire attention, Respawn, si tu le manipules beaucoup, les trucs argentés disparaissent très facilement. Milfhunter, quel pseudo. Bonjour et bienvenue en Terre du Milieu. Il sera en vitrine. Parfait. S'il est en vitrine, alors ça va. Faut pas... T'es pas obligé de mettre tes bouquins en vitrine, mais c'est juste que si c'est un bouquin que tu comptes manipuler, fais attention, quoi. Bonjour. Bonjour Milf, je vais t'appeler Milf. Comment ça va? Voilà. Oh. J'ai mes écouteurs qui viennent de se détacher de mon micro. J'entends plus ma musique. Super. Si
Tu prends l'ancienne édition. Enfin bon. Ouais, bah moi j'ai vraiment mon édition de manipulation aussi. Hein. Je vous le remontre. Hein. Pour la 35e fois, là, en 2 jours. Hein. Le voilà. Et pour mon tour devant venir. Et donc ouais. Une bonne chose de faite. Donc jeudi soir, 21h, on fête le centenaire de Christopher Tolkien. Donc on va bien discuter. Voilà. Ceux qui auront été en live avec moi auront sans doute des redites, puisque là, ce qu'on a fait, c'est essayer de faire des recherches, d'avoir des informations. On va pouvoir mettre en lumière jeudi. Tous ensemble. Bon, il est temps de se remplir le ventre. À jeudi, les élites. Eh ben, à jeudi, Féanor, et bon appétit. Bon appétit. Et donc, ouais, ça, c'est un truc... Je suis contente. Hier, on en a déjà parlé. Aujourd'hui, on en a parlé. Donc, je me sens assez sereine pour que jeudi, ça se passe bien. On va refaire... voilà, on va revoir un peu la vie de Christopher Tolkien. Là, on fera un plus gros arrêt, je pense, sur les livres qu'il a édités. On parlera potentiellement aussi de son interview dans Le Monde où il donne son avis sur les adaptations de Peter Jackson, parce que c'est quand même central. J'aimerais bien aussi faire un petit détour sur la relation qu'il a avec son père, qui nous est décrite dans plusieurs prochains lives jeudi. Oui, je ne pense pas que je vais live demain pour pouvoir travailler à fond sur la préparation du live de jeudi soir. Donc ouais. Live jeudi. Peut-être live en journée jeudi aussi, genre vers 11h. Faudra que je vois, mais dans tous les cas, jeudi soir, c'est là. Je serai là et je serai donc normalement accompagnée par... C'est pour ça, Respawn, que là, cette semaine est un peu exceptionnelle, hein, dans le sens où... ça dépend, vu que là, je sens que dans tous les cas, jeudi soir, ça, je rate pas. Voilà. Alors, Evan sur TikTok qui dit « J'apprends beaucoup de choses grâce à tes vidéos, continue comme ça, c'est top. » Oh, c'est super gentil, merci beaucoup. Merci, trop cool. Mais oui, je vais continuer à faire mes petites vidéos. Moi, je dis pas de stream avant ton rétablissement, au pire. Ah bah non, si je sens que je suis capable. Regarde, là, tu vois, je suis capable de faire un stream. Je suis peut-être un petit peu moins joyeuse, je l'accorde. Je suis peut-être un petit peu moins joyeuse, mais... n'empêche que voilà, si je m'en sens capable, je m'en sens capable de le faire. Tu vois ce que je veux dire, Respawn? Dans tous les cas, jeudi soir, je maintiens. Je ne vais pas annuler la soirée du centenaire de Christopher, quoi. C'est trop important. Moi, je dis, j'ai jamais autant bossé que maintenant. Ne me retire pas mon job. C'est vrai. Parce que Dovahki, il était modérateur sur un stream tous les 6 mois avant. Et puis, il y a eu la série, où j'ai commencé à faire des lives un petit peu plus souvent. Quand le jeu Return to Moria est sorti, j'ai quand même streamé toutes les semaines, quasi. Puis, il y a eu la série, où là, j'ai stream un petit peu. Et puis après la série, vu que j'avais des petits messages de personnes qui me demandaient quand est-ce que j'allais faire un live. Voilà. Ah, sorry. La façon nous fait bosser, c'est top. Oui, c'est un peu ça. Et puis, je trouve pas que ce soit... En fait, même quand je suis malade, je suis tellement passionnée que je peux t'en parler pendant des heures, quoi. Je sais que ma maman, voilà, quand je l'ai au téléphone et que je suis vraiment pas bien, elle me dit, t'as pas un truc de Tolkien à me raconter ou un truc comme ça? Et c'est parti, quoi. Et je vais parler peut-être pendant 10, 20, 30 minutes de plein de trucs. Et ma maman, elle m'écoute, elle me dit « Ça va, tu sens mieux ?» Je dis là « Oui, ça va mieux. » Donc je sais en fait que voilà, ça me met du baume au cœur et ça me rend heureuse de discuter de ça. Donc j'ai la chance là de pouvoir discuter de tout ça en live avec vous. Et je me rends compte de la chance que j'ai et d'avoir des personnes qui sont passionnées aussi et que j'intéresse, quoi. Et c'est trop cool. Vous n'imaginez pas à quel point je vous suis mais tellement reconnaissante pour ça, quoi. La passion nous nourrit, c'est vraiment ça. D'ailleurs, je fais la même chose que toi avec ma mère. Dès que je vois une de tes vidéos, que je découvre des trucs nouveaux, la pauvre, elle doit m'écouter lui raconter le truc. Oh, Sagittarius, ça. Je rigole, mais c'est vrai. Je kikine tellement ma maman avec ça que ça me fait rire que tu fasses la même chose, mais par rapport à ce que je fais. Enfin, c'est drôle. Oh, j'adore.
Et j'espère que dans quelques années, c'est des choses que je pourrais partager aussi avec ma fille. Je fais des monologues, mais c'est la même chose. Oui, d'ailleurs, moi, il va falloir que je recherche quelques infos pour le stream de jeudi par rapport à... Super, voilà des émules. Voilà, ça c'est ma maman. Médal fait le présente dans le chat. Hein. Voilà, la super maman, elle est là. C'est elle que j'enquiquine avec mes monologues, qui doit écouter mes vidéos, qui commente mes vidéos et qui m'entend lui raconter, lui lire, lui demander c'est bien ça, c'est bien ce passage, t'aimes bien? Ça va ta mère t'écoute, j'imagine même pas ton mec. Ah ben j'évite de lui en parler parce que il est pas trop là-dedans et je sais que quand on s'est mis ensemble, j'étais pas à ce point-là fan et donc maintenant il doit apprendre à vivre avec entre guillemets une nouvelle Valentine, ce qui est quand même un changement parce que je passe de quelqu'un qui aimait déjà énormément mais qui ne vivait pas sa passion quotidiennement à quelqu'un qui vit sa passion quotidiennement mais qui en plus fait de la création de contenu autour et donc je suis constamment à la recherche de plein de choses et en plus on a une fille ensemble donc voilà ça fait que j'essaye de pas trop enquiquiner mon compagnon avec Tolkien. Malheureusement c'est inévitable mais j'ai de la chance d'avoir ma maman à qui je peux raconter tous ces trucs. Voilà, ma maman est là pour me soutenir. Mais ouais, voilà, mon compagnon, je lui en parle, mais voilà, je lui raconte pas tout non plus, tout ce qui se passe, tous les trucs que je vois. Au moins lui et ta fille te servent aussi à déconnecter de cet univers, c'est cool. C'est un peu ça. Ça me permet aussi de souffler. C'est clair que ça me permet aussi... par exemple, voilà, mon compagnon me dit « Tiens, t'as posté quoi comme vidéo aujourd'hui? Ça parlait de quoi ?» Et je lui explique vite fait le thème de la vidéo ou quoi. On me dit « Ah tiens, tu vas parler de quoi dans les échos ?» Et je lui dis « Ah ben, je compte faire ça. » Et s'il me pose des questions, je lui explique. Si c'est juste, voilà, très simple comme réponse et qu'il ne cherche pas plus, je vais pas forcer non plus, quoi. Et il se rend bien compte que c'est quelque chose qui me rend heureuse. Donc, il est soutenant aussi à sa manière, même si c'est vrai voilà, que je peux pas tout lui raconter tout le temps. Parce qu'il faut voilà, une sorte de déconnexion aussi par rapport à ça. Et c'est vrai que le fait d'avoir une fille, ça aide beaucoup aussi. Je vais la chercher à l'école vers 15h. Donc là, moi, je veux dire, ma journée de Tolkien, entre guillemets, elle est terminée. C'est aussi, je live au soir, quoi. Mais entre guillemets, moi, ma journée, c'est... je vais voir des trucs et je vais... bien sûr que sur les réseaux sociaux, je vais voir des trucs, je vais apprendre des trucs, je vais regarder des vidéos, potentiellement quand je prépare à manger, pendant que les deux autres jouent ensemble. Voilà, toutes sortes de choses comme ça. C'est vrai, mais... Ouais, j'ai de la chance à ce niveau-là. J'ai de la chance. J'arrive à pouvoir un petit peu compartimenter tout ça. Et bon, j'espère que j'arriverai à faire que ma fille ait envie de découvrir l'univers. Un bel emploi du temps, c'est bien, c'est ça. C'est pas toujours facile pour le moment, j'ai pas vraiment de planning, donc je fais un peu au feeling, j'essaye de voir ici comment ça se passe. Coucou Sanzam, oui. Oups, les mages. Je ne peux que te conseiller la playlist de Petit Pousset sur le lore de Tolkien, c'est magistral. Alors je connais, j'ai déjà vu les vidéos de Petit Pousset. Il a une manière très chouette à lui de proposer ce lore. On sent qu'il est passionné aussi. Voilà, j'ai écouté certaines de ses vidéos. Je dirais que sur certains points, il fait des erreurs. Mais c'est quand même des vidéos très chouettes. Parce que c'est un passionné. Mais voilà, il donne beaucoup son avis, etc. Ce qui n'est pas forcément ce que je fais dans les vidéos, par exemple des échos. J'essaye de rester vraiment le plus factuel possible. Voilà. Coucou, découvrir via les jeux sont bien aussi comme BFM. Oui, oui. C'est sûr que découvrir les jeux... Coucou, alors, je veux dire Zukmart ou Zumart TV, je ne sais pas. Comment, Zukma ou Zoukma? Je sais pas. Je suis désolée d'écorcher ton nom. Mais oui, les enfants aiment bien les univers fantastiques. Le mien attaque le Hobbit, là du haut de ses 9 ans. Oh là là, le rêve. J'aimerais vraiment bien que ma fille aussi accroche à ça. Je sais qu'elle aime déjà bien les fées, les dragons. Elle connaît Smaug. Elle sait qu'un hobbit, ça vit dans une maison avec une porte ronde. Et donc voilà,
c'est des premiers pas vers elle, mais elle a que 4 ans et lui lire le Hobbit, c'est un petit peu compliqué encore. Il y a des fois, je sais que quand elle est très malade, qu'elle va pas bien, vous voyez, quand elle a un gros état grippal, qu'elle est amorphe et qu'elle peine à s'endormir ou quoi, je sais que si je lui prends le Hobbit et que je lui lis, dans les 5 minutes, elle s'endort. Voilà. Elle a déjà... voilà. Ça vient tout doucement. Quand elle était tout bébé, je lui lisais Beren et Luthien pour l'endormir. Quand elle était vraiment toute petite, elle était en portage contre moi. En fait, elle avait du reflux gastrique, donc elle pouvait pas être couchée. Et en fait, en marchant, je lui lisais Beren et Luthien, en fait. C'était marrant. Puis après, quand elle était un petit peu plus grande, je lui montrais le livre de poèmes, le poème de l'adieu à la terre du milieu de Bilbo. Donc, mais oui, c'est pas Sponsor et Elessar. Elessar m'a beaucoup harcelé pour que je joue à BFME, quand même. Waouh. Merci, premier message. Je pense que je follow depuis un moment. Merci, Tolkien en bref. Ah bah oui, les amis de chez Tolkien en bref. Ah, voilà. On va mettre de la musique un peu plus Seigneur des Anneaux, là. Voilà. Oui, mais il en parle tellement souvent. C'est vrai. Bah oui. C'est vrai que je remarque aussi qu'on a des viewers qui viennent un petit peu... qui sont présents chez Tolkien en bref et qui sont présents chez moi aussi. Et c'est cool parce que Limbaïré aussi est extrêmement passionné et Alexis fait un travail il est impliqué dans la chaîne aussi et c'est trop cool. Je les adore vraiment tous les deux. Peut-être qu'ils seront là jeudi. Peut-être. J'ai pas encore la confirmation de tous ceux qui sont présents jeudi. Voilà, peut-être que Tolkien en bref, ils seront là. Je vois ça, je profite donc de l'occasion pour t'accueillir comme... Eh oui, bienvenue Zugmar TV. Bienvenue à tous ceux qui ont débarqué en cours de live, qui aiment juste la terre du milieu et toujours un petit moment suspendu. Voilà, comme je disais sur le Discord hier, un petit moment suspendu. Moi, je vais vous laisser tout doucement. Voilà, si vous avez encore des questions ou quoi, n'hésitez pas. Je vais pas tarder. Tous au fait du super travail et vous vous complétez. Je suis arrivée il y a pas longtemps et vous êtes tous top, merci. Oh, mais c'est trop gentil, Sagittarius. Et coucou la taupe. Mais oui, on se complète, on est passionnés, mais à différents niveaux en fait. C'est ça qui est assez chouette. Oh, je ne sais pas, il me dira Sirena s'il veut que je l'appelle d'une certaine façon. Hein. Donc, je laisse. Je n'impose pas. Bon, parfois, il y a des trucs où je dis « Oh, je vais plutôt t'appeler comme ça parce que c'est plus simple. » Sinon, j'essaie, dans la mesure du possible, de pas imposer une manière de lire un pseudo. Alors, vous pouvez m'appeler Fofo, voilà, si vous voulez. Il n'y a pas de problème, mais ouais. Ça, c'est vrai que c'est un truc très cool dans la communauté ici qu'on a. C'est le fait qu'on est un peu tous différents. Elro, il est fort sur les jeux et sur les actus. Moi, je suis plus sur le lore, mais sur les textes, la vie de Tolkien. Goodbye, Milf. Thank you. Bon, je file de mon côté. Merci beaucoup pour ce live et le partage de ce documentaire. C'était super. Bonne journée. Bonne journée, Linkpuchi. Et merci... pour ta présence et l'utilisation des petites étoiles aussi. Parce que j'adore ces émotes de petites étoiles, elles sont trop belles. Mais Zukmart, t'as un pseudo pas spécialement facile à dire et je ne sais pas si je le prononce bien. Et donc voilà, Sirena me disait peut-être le prononcer ton pseudo d'une autre façon pour que j'ai plus facile. Petite question, à quand des discussions en vocal sur ton Zukmar? Ok. Ce sera Zukmar alors. Merci maman. Quand est-ce qu'on fera des discussions vocales sur mon Discord? Je me disais peut-être qu'un jour, peut-être une fois par mois, j'essaierai de faire un live viewer. Voilà, on discute un petit peu. Peut-être qu'un viewer vient expliquer sa relation à l'œuvre, comment il est tombé dedans, etc. Mais pour voir si ça intéresse, etc. Je me disais que genre une fois par mois, faire une belle soirée commune sur Gartic Phone par exemple, ou comme on a fait, ça pourrait être super. Et peut-être une soirée où, où je discute vraiment en direct avec vous. On fait peut-être des sortes de tables rondes
autour d'un sujet, toujours autour de Tolkien, hein, ou de la fantasy en général, ou ses inspirations. Mais c'est vrai que je réfléchis à différentes sortes de choses que je pourrais vous proposer pour ne pas être juste tout le temps en mode just chatting. Enfin, c'est super chouette, mais pour vous, c'est peut-être fort redondant. Les marque-pages de la table ronde. Exactement, de Vaggy. C'est exactement ça. Mais Zukmar, je vois que tu es abonné et je ne me rappelle. J'ai écrit ton pseudo sur un marque-page. Je me rappelle pas avoir écrit ton pseudo. Donc, en fait, pour les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, en fait, quand vous vous abonnez, vous devenez un marque-page. Et donc, tu peux choisir la couleur que tu veux. Tu deviens un marque-page, j'écris ton pseudo dessus. Et puis, tu peux choisir le livre de Tolkien dans lequel tu veux être. Voilà. Donc, tu me dis la couleur. Tu as choix entre rose, orange, bleu, vert ou jaune. Et allons-nous avoir une émote Finrod ? Bah, étant donné qu'on n'a pas vraiment... Je pourrais essayer de prendre peut-être une émote du Finrod de la série. Je pourrais peut-être regarder pour ça. Voilà, c'est mis en vert. Une émote Finrod. Il est BG dans la série, pourquoi pas. Voilà. Et donc maintenant, bah, tu peux choisir ton livre de Tolkien où tu veux être. Ça peut être un livre de Tolkien ou sur Tolkien, un livre d'analyse. Tu me laisses choisir, c'est comme tu veux. Mais tu peux aller dans un passage que tu aimes bien... le Silmarillion, le Hobbit, Beren et Luthien, ce que tu veux. Les lettres, des ouvrages plus d'analyse comme le Reader's Companion ou voilà, tu peux choisir. Et je te mets dedans. Et vu que quand je fais mes recherches Finrod du mode Ainu, il faudrait que j'ai sa tête et que je fasse une belle, alors une émote, que j'arrive à trouver une émote pour le mettre. Ça c'est la spécialité, c'est pour les gens qui me soutiennent financièrement avec leur abonnement. Vous avez le droit de. Bon, je crois que toi ça a été un sub offert si je dis pas de bêtises. Mais ça, c'est me soutenir. Que ce soit sub offert ou les subs choisis, c'est du soutien. Et vous êtes des marque-pages de la communauté quand même. Donc vous avez votre place dans les bouquins. Mais ouais, Finrod, c'est... J'ai dit, hein, au mois de mars, il y a une vidéo sur Finrod qui sort. D'office. Et donc, la prochaine fois que normalement on se voit, c'est jeudi soir pour fêter le centenaire de Christopher Tolkien, où on aura des invités, potentiellement Tolkien en bref, etc. Mais oui, donc vers le 9 mars, mon anniversaire c'est le 10 mars, pour cadeau de moi à moi, je ferai la vidéo sur Finrod. Sacré morceau, hein, ça. Et je serai jamais fière de ce que je vais faire, hein, vu que... Je ne vais jamais égaler la perfection du personnage Zukmar. J'attends que tu me dises où tu vas aller. Cette playlist, elle est vraiment trop cool. Vraiment. Hop là, je vais regarder. Il est déjà 13h30. Bon, écoutez. Zukmar, si tu veux, tu pourras m'envoyer un message privé pour me dire où tu veux. Sinon, je te mettrai dans n'importe quel livre. Je te trouverai un passage que j'aime bien. Je te mettrai à cet endroit-là. Je laisse ton petit... Silmarillion à la mort de Owen. Oh tu vas être le deuxième à aller à la mort de Owen. On a déjà demandé ça. C'est marrant. Il y a Link Pucci qui m'a demandé déjà d'être à la mort de Owen. Je te mets juste à côté. Voilà. Je te mets juste à côté de Link Pucci qui est aussi à la mort de Owen. C'est trop cool. Enfin, voilà, moi aussi, je vais y aller. Je commence à avoir un peu faim. On se retrouve donc jeudi 21h pour fêter le centenaire de Christopher Tolkien. Et la mort de notre toutou préféré, exactement. Le meilleur des toutous, le meilleur d'entre nous. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous dis merci encore pour le live. Hein. Merci de m'avoir accompagné pour ces recherches sur Christopher. Et donc on se retrouve jeudi pour fêter Christopher, comme il se doit. Bon après-midi et des bisous.